Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement des travaux de renforcement de la route côtière, longue de 353,5 km pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre les deux poumons de l'économie ivoirienne, Abidjan et San Pedro. À plus de 300 milliards de francs CFA seront investis. Sa réhabilitation va sortir cette zone du littoral de son enclavement. La 5e édition du village des alliances interethniques s'est tenue dans la cité portuaire de San Pedro. Pendant 2 jours, les alliés se sont familiarisés sur les bords des plages de San Pedro, une actualité qui n'a pas échappé à Sam Konan, notre correspondant dans la région. Et puis en Guinée, 5e journée de concertation entre acteurs sociaux et politiques guinéens et nouvelles autorités militaires au Palais du Peuple à Conakry. Les banquiers et les différentes centrales syndicales du pays étaient face au colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, imaginez un seul instant votre cadre de vie transformé aux couleurs de vos désirs et dans l'harmonie de ce qui, pour vous, renvoie à la culture du beau. Assurément, vous serez bien heureux d'évoluer dans un cadre de vie qui vous fait vous sentir unique, spécial, mieux dans votre tête avec une bonne dose de paix intérieure. L'invité que nous recevons ce dimanche est à la tête d'un conseil d'experts qui se donne pour objectif de transformer le quotidien, ou si vous préférez, votre environnement, en lui donnant une signature particulière. Noël Dibo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil justement d'experts qui se donne pour objectif de transformer le quotidien, le Conseil national des architectes d'intérieur. Merci d'être avec nous ce 13 h. Merci. Eh bien, quel rôle ou quelle contribution de l'architecte d'intérieur dans l'embellissement de nos villes? Voici la question principale autour de laquelle gravitera notre échange dans une demi-heure. Mais avant, regardons ensemble à ce message de compassion exprimé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à son homologue algérien, son Excellence Abdelmadjid Tebboune, suite au décès de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika. Message que je vous invite donc à suivre. J'ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès survenu le vendredi 17 septembre 2021 à l'âge de 84 ans de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence et au peuple et au gouvernement algérien, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État et de devoir qui a su apporter une contribution significative à la construction de l'Algérie moderne ainsi qu'à la restauration de la paix dans son pays. Puisse Dieu le Tout-Puissant, le très miséricordieux, accueillir dans son immense paradis l'âme de ce digne fils de l'Algérie et de l'Afrique auquel il a tant donné. Très haute et fraternelle considération. Télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans la région du Bassa-Sandra, hier samedi 18 septembre à San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement des travaux de renforcement de la route côtière longue de 353,5 km. Ce tronçon réclamait en termes de renforcement la somme de plus de 300 milliards de francs CFA, ressources mobilisées par le président de la République Alassane Ouattara. Dans 15 mois, les travaux de cette nouvelle voie devraient s'achever, ce qui permettra assurément de délivrer les populations de cette zone du pays du stress aigu qui s'empare d'elles chaque fois qu'elles se préparent à emprunter ce tronçon. Sidonie Davila. Ici, le premier coup de pioche du Premier ministre Patrick Achi qui démarre les travaux de renforcement de la route nommée La Côtière, de Songon, Dabou, Grand Laou, en passant par Fresco et Sassandra jusqu'à San Pedro. Toutes les routes connaissent un état de dégradation remarquable. Dans seulement 15 mois, tout le tronçon sera renouvelé au grand bonheur des populations. Monsieur le Premier ministre, ils sont nombreux, les sceptiques qui ne croyaient plus à ce projet. Ce moment est donc tant attendu par l'ensemble des populations du littoral et l'ensemble des usagers de cette voie. Mesdames et messieurs, ces travaux permettront à terme d'offrir un total confort au transport des personnes et des marchandises dans toute cette zone hautement économique. C'est donc l'ensemble des premiers magistrats de ces différentes communes, Monsieur le Premier ministre, qui vous disent par ma modeste voix,
Merci. Ayoka. C'est aussi un ouf de soulagement et une fierté pour le ministre Philippe Légré, gouverneur du Bas-Sassandra, de voir la côtière désenclavée. Au nom des populations, comment ne pas dire ouf? Cette voie appelée la côtière, de façon sympathique, est le soubassement du développement économique, social, culturel et touristique de notre district. Avec votre permission, je vais faire un peu du coq à l'âne. Au niveau de Sassandra, nous demandons le CHR. Je ne saurais clore mes propos sans rendre encore un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République pour tous les actes posés en faveur des populations. Le tronçon de la route côtière de Songon à Grand-Bérébi est long de 353 km. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, souligne l'impact considérable de ce projet majeur. Que le renforcement de la route Abidjan-San Pedro-Grand-Bérébi va redynamiser l'axe Abidjan-San Pedro qui relie nos deux villes portuaires, améliorant ainsi le trafic entre nos deux ports. Il est à propos de noter aussi que cette route va prolonger le corridor routier Lagos-Abidjan jusqu'au Libéria, favorisant ainsi l'intégration économique régionale. Ce projet donc comprend en outre l'aménagement de 72 km de voirie au profit des villes traversées, ainsi que la réhabilitation de 5 ouvrages d'art. Il faudrait que je précise que le Premier ministre tient beaucoup au développement des villes secondaires. Donc ici, dans la ville de San Pedro, à travers ce projet, vous allez avoir 25 km de route bitumée dans votre ville. Le gouvernement entend achever ces travaux avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une compétition qui aura lieu en juin 2023 à San Pedro. Le Premier ministre, Patrick Achi, a donc donné des instructions fermes pour que les travaux s'achèvent en 15 mois. Oui, ce littoral sublime qui mêle l'émeraude étincelante des forêts et le saphir profond de l'océan aux étendues dorées des plages irréelles, ce littoral qui nous procure une indicible fierté, ce littoral unique et extraordinaire est au cœur de la stratégie de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement pour le développement touristique du pays. Le projet de réhabilitation de la côtière va ainsi permettre d'accélérer les investissements hôteliers internationaux réalisés ces dernières années dans les villes du littoral maritime, avec le potentiel pour ces zones de devenir le premier pôle de développement hôtelier, touristique et de loisirs de toute la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous dire, chers parents, que dans 15 mois s'étalera devant vous le tapis uniforme d'une route flambant neuve. Que dans 15 mois, les désagréments causés par l'état difficile de la route ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Que dans 15 mois, San Pedro sera à nouveau à 4 heures de route d'Abidjan. Que dans 15 mois, lorsque les matchs de la CAN se dérouleront, San Pedro sera prête à la recevoir. Que dans 15 mois, l'axe économique et social majeur structurant du sud-est du district du Bas-Sassandra deviendra l'épine dorsale du deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Que dans 15 mois, le district deviendra la zone dont le potentiel économique sera le plus prometteur au cours des 10 prochaines années. 3 entreprises nationales et internationales sont retenues par l'État de Côte d'Ivoire pour reconstruire les différentes voies de la côtière pour un montant de 308 milliards de francs CFA. Et à suivre à présent quelques réactions recueillies au terme de cette cérémonie de lancement des travaux de renforcement de la côtière avec notre reporter Sidonie Davila. Nous sommes vraiment très satisfaits, très heureux. Nous avons hâte même d'être à la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle voie. Parce que vraiment, passer par Kagnoa pour rejoindre Abidjan, c'était vraiment difficile. Superbe nouvelle pour nous les élus, les habitants de la région impactée. Nous louons cette initiative et nous disons merci au président et à son gouvernement
d'avoir repris ces travaux. Et nous sommes là pour l'encourager et lui dire que nous sommes absolument heureux de cette nouvelle. Je crois que je suis, comme vous le dites, l'homme le plus heureux parce que mon rêve est, je considère, réalisé. Je ne cesserai jamais assez de le dire que le président Alassane Ouattara est un homme pragmatique. Et c'est ce pragmatisme-là que vous allez voir avec le lancement des travaux de cette côtière. Nous avons beaucoup souffert. Nos parents nous demandaient à quand, mais aujourd'hui c'est une réalité. On pense aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire ne nous a pas oubliés. C'est une délivrance. Nous sortons aujourd'hui dans la misère. Si cette route-là est faite, la côtière est faite, la région est libérée. Voilà, un vœu cher aux populations qui sera bientôt exaucé. Toujours dans le fil de l'actualité, la Covid-19, la maladie toujours présente en Côte d'Ivoire. Il faut continuer de redoubler de vigilance. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré hier, samedi 18 septembre 2021, 146 nouveaux cas de Covid-19 sur 3102 échantillons prélevés, soit 4,7% de cas positifs, 96 guéris et 8 décès à la date du 18 septembre 2021. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 58 889 cas confirmés, dont 56 591 personnes guéries, 561 décès, 1737 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 972 843. Le 17 septembre, 36 705 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 735 898 doses du 1er mars au 17 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Enseignement supérieur, le lancement officiel de l'orientation des nouveaux bacheliers, justement, parlons-en. Ce lancement officiel de l'orientation des nouveaux bacheliers a eu lieu. Parents d'élèves, présidents des différentes universités publiques, commission d'orientation de l'enseignement de Côte d'Ivoire, tous se sont réunis pour l'occasion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Plus de précisions avec Abdoulaye Koné. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ici, l'affectation de nouveaux bacheliers est au cœur de la rencontre. Les universités publiques ont une capacité d'accueil limitée. Et comme le ministre de l'Enseignement supérieur procède chaque année aux orientations dans le supérieur public, il faut que cela se fasse sur des critères que tout le monde connaît et des critères que tout le monde approuve. Avec la commission en charge des affectations, cette séance d'harmonisation avec tous les acteurs du système éducatif avait pour but de faire comprendre les critères d'orientation dans le supérieur public. Nous constatons donc une amélioration nette des conditions mises en place par le ministre. En effet, c'est la première fois qu'une commission d'orientation est mise au grand jour et est inclusive. Et ça, nous, en tant que parents, nous apprécions cela. Cette année, le pays compte 87 000 bacheliers, dont 69 000 demandeurs pour des infrastructures universitaires qui n'offrent que 19 000 places. Mais seulement 12 900 demandeurs respectent les critères d'accès. Alors d'habitude, effectivement, la commission d'orientation se tient, j'allais dire, dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais comme, vous savez, il y a certains parents d'étudiants, certains étudiants qui pensent qu'il y a des choses non avouables qui se trament en souterrain. J'ai tenu à ce qu'il y ait de la transparence cette année. Donc j'ai tenu à ce que, évidemment, en plus des membres, j'aurais dit statutaires de la commission d'orientation, qu'il y ait des observateurs. Après la divulgation du nombre de places disponibles dans toutes les universités publiques du pays, les résultats des orientations seront dévoilés dans 72 heures. Et on reste dans les parvis de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui a aussi abrité une exposition dénommée Ethnopalme. Exposition initiée dans le cadre des activités marquant le 70e anniversaire du Centre suisse de recherche scientifique. Le but de cette exposition, sensibiliser sur la conservation des ressources naturelles. Le reportage de Grace Cando. Joseph, artisan vannier,
fabrique plusieurs articles à partir du rotin qui est un palmier. Il dit pratiquer cette activité depuis 22 ans et rencontre des difficultés. Aujourd'hui, il y a la déforestation. Donc pour trouver la matière première qui est le rotin est vraiment devenu difficile. Il y a des moments où ça manque. Du coup, l'activité prend un coup. Pour aider à trouver des solutions à ce type de préoccupations, une exposition dénommée Ethnopalm est initiée par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Lieu choisi, le Centre national de floristique à l'université Félix Houphouët-Boigny. Objectif, sensibiliser les différentes couches de la société sur la conservation et la valorisation des ressources naturelles. On a un projet que nous avons dénommé Palmier solidaire parce que nous voulons créer une solidarité autour du palmier dans le cadre de sa conservation en vue de sa pérennisation. Les objectifs que nous voulons atteindre en mettant ce projet sont faire une éducation environnementale, créer un jardin botanique. Dans ce jardin botanique, on a à la fois les espèces sauvages qui sont des palmiers de Côte d'Ivoire et également des plantes qui sont utiles à la population. On a ce jardin botanique, on a un centre d'éducation environnementale et on a ces ateliers où les artisans viennent apprendre à tisser. Cette exposition consiste à montrer la diversité des palmiers en Côte d'Ivoire, en Afrique et ailleurs, la diversité des usages qui sont faits de ces palmiers, leur importance socio-économique, leur importance culturelle et, j'allais dire, leur importance même pour la promotion du leadership africain. Nous espérons que les étudiants, les praticiens, les artisans et tout viendront s'imprégner de ce que sont que les palmiers, des différents usages alimentaires, culturels, artisanaux qu'on en fait et ce que ça peut apporter à l'économie ivoirienne. L'exposition Ethnopalm a duré 5 jours. Elle s'inscrit dans le cadre du 70e anniversaire du Centre suisse de recherche scientifique. Plusieurs activités ont meublé cette célébration, notamment des panels sur la conservation de la biodiversité et des ressources forestières. Crise entre producteurs et usiniers de la filière EVA de la ville de Guiglo. Les producteurs de caoutchouc de la ville de Guiglo, pas du tout contents. Ils se disent lésés par des injustices qui réduiraient considérablement leurs revenus. Une position qu'ils ont exprimée via mouvement d'humeur, dépêché sur place, une mission de l'association des producteurs de caoutchouc naturel, la Promac, pour échanger avec les producteurs usiniers et les gestionnaires des ponts bascules. Objectif, ramener le calme entre les différentes parties pour la bonne marche de la filière EVA dans la région. Mahama Traoré. Ces 3 jours d'échange à Guiglo, à l'initiative de la Promac, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, ont permis de bien comprendre la réalité vécue par les planteurs d'EVA de l'Ouest ivoirien. Dans les régions du Tompi et du Guemon, les producteurs de caoutchouc naturel dénoncent plusieurs injustices au nombre de celles-ci et principalement le non-respect du prix de référence à Promac, les retards de paiement, les ponts bascules truqués et la prolifération d'intermédiaires véreux. La mission tire les enseignements à l'issue des échanges avec les différentes parties. En ce qui concerne notre filière, des textes sont en élaboration. Ces textes sont quasiment prêts. Cela va nous faciliter énormément la tâche et les problèmes qui nous sont posés, à notre avis, trouveront tous leurs solutions. La mission de la Promac à Guiglo a aussi permis d'évoquer les questions incomprises des producteurs. Le prix que la Promac annonce tous les mois, on dit que c'est le prix carreau usine. Ça veut dire que c'est le prix qu'on paye quand le planteur s'est organisé pour prendre son caoutchouc depuis le champ jusqu'à arriver à l'usine, on lui paye le prix à Promac. Mais si on doit acheter son caoutchouc au bord champ, il ne peut plus percevoir à 335 francs. Outre les équipes de la Promac, cette mission d'apaisement a vu la participation des ministères en charge de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, ainsi que du régulateur de la filière, le Conseil EVA palmier à huile. Les planteurs de Mans et de Guiglo restent dans l'attente des décisions entre la Promac et les directions générales des usines, toutes basées à Abidjan. L'ambiance est plus détendue au village de Djamolabo. C'est dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Les cadres du village relancent les actions de leur mutuelle de développement pour l'essor de leur village. Le nouveau président de la mutuelle de développement a été investi en présence des autorités locales. Charles Tatou. Djamolabo, un des villages riverains de l'aéroport de Yamoussoukro. Les cadres sont dans une dynamique pour des actions en vue de booster le développement de leur village. Localité bien que située dans le district autonome de Yamoussoukro, souffre encore d'une insuffisance de ses infrastructures de base, une réalité empêchant son rayonnement.
Un nouveau leader à la tête des cadres qui va donner un souffle nouveau à la mutuelle de développement. Il faudrait que tout soit légal pour avancer avec l'administration. On a une école qui n'est pas vraiment, pour les apprenants, ce n'est pas intéressant. On a des problèmes d'adduction d'eau. Il y a un dispensaire, mais on nous a affecté des agents de l'État, on n'a pas de local. L'investiture du nouveau président de la mutuelle des cadres, occasion de retrouvailles des filles et fils du village, a été mise à profit par le représentant du parrain pour de sages conseils et une invite aux populations de Diamalabo à la paix et la cohésion sociale. Le ministre souhaite de la résilience simplement à la mutuelle, parce qu'une mutuelle, c'est fait pour beaucoup de choses. Il y a la réjouissance, certes, mais c'est surtout pour une animation plus saine en ce qui concerne les équipements, le vivre ensemble et aussi l'entente. Le manque d'eau, l'état de vétusté des bâtiments de l'école primaire et l'achèvement des logements des agents de santé, toutes ces réalités dont souffre le village de Diamalabo vont connaître très bientôt des solutions avec le dynamisme de la nouvelle équipe de la mutuelle de développement qui vient d'être installée. Dans nos cultures africaines, il y a ce que l'on appelle le jeu des alliances interethniques. Ces jeux d'alliances interethniques sont, à n'en point douter, des facteurs de cohésion, de convivialité. La 5e édition du village des alliances interethniques s'est tenue dans la cité portuaire de San Pedro. Pendant 2 jours, les alliés se sont familiarisés sur les bords des plages de San Pedro, une actualité qui n'a pas échappé à Sam Conan, notre correspondant dans la région. Ils sont venus des 27 campements, entendez, villes du pays, pour créer un village et célébrer la cohésion sociale, le vivre ensemble, dans une Côte d'Ivoire fraternelle et unie, à l'occasion de la 5e édition du village des alliances interethniques à la place Saint-Pierre de San Pedro. C'est un village qui réunit tous les fils et les filles de ce pays dans leurs différences politiques, ethniques et religieuses. C'est dans cette diversité-là que nous avons décidé d'être unis pour la cohésion sociale, pour la réconciliation nationale. Et quand des alliés se retrouvent, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Les guerriers sont nos esclaves. Ima, tu as fait un gros. Je suis guerrier 100%. Mon père est guerrier, ma mère est guerrier. Les Tagmana, les Sonoufo, les Gouro. Ils sont ici là. Ils sont ici là. C'est la reine qui parle. Je suis la reine. C'est moi, Tagmana. Je suis guerrier. Mais voici. Elle est belle parce qu'elle est à Caen. C'est son côté à Caen là. C'est ça qui est joli. Sur le côté, c'est nouveau là. C'est nouveau. C'est parce qu'il y a côté, c'est nouveau qu'elle est aussi jolie. Des mets de différentes ethnies concoctés et présentés lors d'un concours culinaire. Les villageois ont suivi avec beaucoup d'intérêt une conférence sur l'importance des jeux d'alliance interethnique dans le processus de réconciliation nationale. Avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin d'alliés. On a besoin de se retrouver pour une belle Côte d'Ivoire. Et pour la cohésion sociale, nous avons une arme. C'est l'alliance ethnique. Toute personne qui a compris le bien fondé de l'alliance ethnique ne peut plus faire palabre avec son allié. Nous avons décidé que toutes les ethnies de Côte d'Ivoire soient alliées entre elles désormais dans la cohésion sociale. Au nom des jeux d'alliance, c'est très important. Les jeux des alliances interethniques, vraiment très important pour l'unité, pour la cohésion sociale, parce qu'elle favorise le rapprochement de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Le village des alliances interethniques, édition 2021, ce sont plus de 2000 participants. Pour l'édition 2022, c'est le village de Bouaké qui a été retenu. Voilà, un bel outil de cohésion sociale, toujours dans le ton de la culture de la cohésion sociale. À direction le village de Dinaoudi, situé à 71 km de Bandoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Dans ce village, une journée dédiée à la cohésion sociale et à la paix et au vivre ensemble a été organisée. Une rencontre initiée par un fils de la région. Objectif, favoriser un climat de paix et promouvoir les valeurs d'union et de fraternité. Astou Touré Daniogo nous en dit plus.
Dinaoudi en pleine effervescence. Ce village d'environ 8000 âmes s'inscrit résolument dans la promotion des valeurs d'union, de fraternité et de cohésion. En ce début de matinée, les populations ont pris d'assaut la place publique pour prendre part aux festivités. La population de cette bourgade reste convaincue que seule la paix pourra garantir son développement et l'employabilité des jeunes ressortissants. Raison pour laquelle le parrain et fils du village, Seydou Ouattara, exhorte les populations à la préservation de ce bien précieux. Ce matin, nous avons réuni la jeunesse pour leur faire savoir que dans la vie, c'est le brassage qui peut nous arranger. Et si aujourd'hui, nous devons beaucoup faire pour ce pays-là, il faudrait qu'on s'associe, il faudrait qu'on soit ensemble pour rehausser l'image de Dinaoudi et puis rehausser en quelque sorte l'image de la Côte d'Ivoire. La fête de la cohésion sociale à Dinaoudi a été marquée par des rencontres sportives, des jeux de maillots et des ballons ont été offerts aux différentes équipes. Les femmes ont également reçu des prises. Et on continue de parler de cohésion sociale dans cette édition. Dans la ville de Didiéville, le secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration, le docteur Brice Kouassi, a tenu à saluer à travers une messe la contribution des religieux pour la paix et la cohésion sociale, des guides religieux qui auront contribué fortement à mettre Didiéville sur les rails du développement. Kader Sogodogo. Église protestante SEMA de Didiéville. Le secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration et maire de la localité, le docteur Brice Kouassi, de confession catholique, prie avec cette communauté. Le premier responsable de cette église, le surintendant François Agokofi, à la tête des religieux de Didiéville, a travaillé sans cesse pour la paix et la cohésion sociale dans le département. Une contribution qui permet à Didiéville d'avancer inlassablement sur les rails du développement. Une contribution des hommes de Dieu que le docteur Brice Kouassi a tenu à saluer au moment où le révérend pasteur François Agokofi est en fin de mission dans le département. C'est le vivre ensemble qu'elle est ainsi célébré. Le vivre ensemble que le président de la République ne cesse de répéter et que les communautés religieuses de Didiéville mettent en pratique au quotidien. Prier enfin pour les communautés qu'il va retrouver là-bas. Et que ces communautés l'adoptent comme nous l'avons adopté ici à Didiéville. Le révérend pasteur part, non sans inviter les populations à l'amour et à la paix. Le message que je laisse aux mes collègues guides religieux est d'être toujours ensemble pour prier pour le développement du département de Didiéville, pour la cohésion sociale des fils et filles de Didiéville. Des chants et des dons ont accompagné le révérend François Agokofi qui va déposer ses valises à Gonaté pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Et puis, mesdames et messieurs, il y avait beaucoup de joie dans le cœur des fidèles de l'église Deima de Gagoué, située dans le département de Lakota, qui pourront désormais prier dans de nouvelles conditions. Ils ont célébré l'inauguration de leur cathédrale. L'édifice religieux a une capacité de plus de 1500 places. Grâce Kando. Les fidèles de l'église Deima de Gagoué dans le département de Lakota disposent désormais d'une cathédrale. Tout le monde est dans la joie et c'est ce résultat que nous voulons porter à la connaissance de notre Dieu et présenter également l'église à ceux qui vont la fréquenter afin que les bénédictions soient dans cette église. Venus nombreux de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et de certains pays de la sous-région, les fidèles ont pris part à la cérémonie d'inauguration. Dieu même l'a dit, construisez ma maison et allez dedans pour prier. Quand vous êtes nombreux dans la maison de Dieu que vous priez, c'est dedans qu'on vous donne la bénédiction, c'est pas dans la rue. Il faut se rassembler quelque part et puis invoquer Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, jour de reconnaissance à Dieu, c'est une fierté. Et ça permettra de gagner des âmes pour le Seigneur. Au menu de cette célébration, prestations de chorale, d'artistes et témoignages. L'édifice religieux d'une capacité de plus de 1500 places a été inauguré par le chef suprême de l'église Deima, Fidèle Dakour. Deima est une religion chrétienne née en 1892. Mais c'est en 1922 que le ministère a commencé par la construction de sa première église.
Dans l'actualité internationale, en Guinée, nous le disions dans les titres, une 5e journée de concertation entre acteurs sociaux et politiques guinéens et nouvelles autorités militaires au Palais du Peuple à Conakry. Les banquiers, les différentes centrales syndicales du pays étaient face au colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs. Les syndicalistes lui ont demandé d'organiser des états généraux de l'éducation, de la santé, de la justice, de procéder également à l'assainissement du fichier électoral pour des élections transparentes. À son tour, il leur a conseillé d'être unis. Et puis retour en Côte d'Ivoire, l'instant magazine de cette édition, ça maintenant. Et notre invité nous a rejoint dans ce studio, Monsieur Noël Dibo. Vous êtes le président du Conseil national des architectes d'intérieur. Encore merci d'être avec nous ce 13h. Quel rôle ou quelle contribution de l'architecte d'intérieur dans l'embellissement des villes? On en parle tout de suite. Mais avant, aidez-nous à établir la différence entre un architecte tout court et un architecte d'intérieur, si différence il y a. Ok, merci. De l'occasion que vous donnez pour qu'on parle de cette profession. Cette profession est connue, je peux dire aussi méconnue, parce qu'il y a toujours une confusion que nous faisons de la profession d'architecte et d'architecte d'intérieur. Il y a souvent l'amalgame. Mais c'est deux professionnels qui travaillent sur le cadre bâti. Mais la différence est qu'ils ne se posent pas les mêmes questions quand ils travaillent. En général, on définit l'architecte comme celui qui conçoit le cadre, et l'architecte d'intérieur intervient sur le cadre bâti. Donc, la question qu'un architecte doit se poser, comment améliorer le cadre de vie d'un individu, l'architecte d'intérieur, lui, il va aller beaucoup plus en détail. Il va se poser des questions sur des différents éléments de la maison pour le bien-être du commanditaire, le bien-être de la population, le bien-être du client. Et vous, vous êtes architecte d'intérieur et vous avez le pouvoir, ou plutôt, on va dire, la capacité, voilà, de transformer l'environnement de sorte à ce que celui qui y vit se sente bien, c'est cela? Ok. Moi, je suis architecte d'intérieur et l'architecte d'intérieur a la capacité de pouvoir donner un environnement de bien-être à toute personne. Ça peut être une personne physique comme une personne morale. La personne physique, un individu te demande de lui concevoir un environnement. Ça peut être un environnement de travail, ça peut être un environnement de loisirs, tout ce qui correspond à notre cas de vie. L'architecte d'intérieur a pour mission de personnaliser l'environnement, de lui donner une identité pour que chacun se sente mieux à l'endroit où il se trouve. Alors, pour en venir au sujet, nous faisons face en ce moment à une démographie, on va dire, évolutive, qui comporte d'énormes enjeux. Abidjan, où nous évoluons tous, par exemple, eh bien, se développe rapidement et on ne tient pas toujours compte de la variable embellissement de l'environnement dans cette évolution des choses. Comment, à votre niveau, vous pouvez contribuer à la prise en compte de cette variable? Ok. En tant qu'architecte d'intérieur, déjà, avant de prendre toute décision, en ce qui concerne l'environnement des personnes, il faut toujours associer ce professionnel qui est l'architecte d'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous voulons être dans un environnement bien. Aujourd'hui, Abidjan évolue, la Côte d'Ivoire évolue, l'Afrique même évolue. Il faut tenir compte de certaines réalités. L'architecte d'intérieur, c'est celui qui tient compte de l'environnement. C'est-à-dire, il prend en compte tous les éléments qui se passent dans cet environnement pour pouvoir créer le bien-être. Parce que le bien-être va de notre santé physique et puis de notre santé psychique. Et quand on aménage un espace et que nous ne tenons pas compte de toutes ces variables, c'est tout à fait normal qu'on peut avoir des bâtiments, on peut avoir des aménagements, mais si ça n'a pas été fait par un professionnel, c'est tout à fait normal que l'élément ne va pas servir. Parce que on ne fait pas du beau parce qu'il faut faire du beau, mais on fait l'utile. Parce qu'un environnement bien aménagé, des espaces bien aménagés, un cadre de vie où chaque élément est posé à l'endroit où il faut, c'est tout à fait normal que quand on rentre dans cet environnement, on se sente bien. Voilà. Et pour en savoir un peu plus sur le métier que vous pratiquez, on va dire sur l'importance de ce que vous faites, suivant cet élément réalisé par Yannick Efomi, commenté par Issa Tchonayeo. Les villes, autrement appelées zones urbaines, naissent, grandissent et se configurent en fonction de la démographie. Cela dit, le continent africain a le taux d'urbanisation le plus élevé au monde. 471 millions, soit 50% des Africains, habitent dans les villes. Selon les statistiques, l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050 avec plus de 2,2 milliards d'individus, devant la Chine et l'Inde. En 2030, Lagos aura 25 millions d'habitants, Kinshasa 16 millions et Abidjan 8 millions.
d'habitants contre 5 millions actuellement. Des experts en déduisent que plusieurs défis s'opposent aux villes africaines présentes et futures. Ils sont spatiaux, environnementaux, démographiques et sécuritaires. Ceux qui ont en charge l'aménagement de nos villes se doivent d'y répondre avec efficacité, tant au niveau technique, c'est-à-dire sur le plan de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture, qu'au niveau esthétique. Alors donc vous êtes en mesure de réagir sur plusieurs terrains, comme on a pu le sentir et l'entendre dans ce reportage de Richard Chonayeo. Votre réaction tout de suite? Oui. Aujourd'hui, l'architecte d'intérieur, c'est celui qui doit penser à l'habitat du demain, parce que le monde évolue. Les conditions climatiques changent. Le nombre de la population augmente. Donc, l'architecte d'intérieur a cette capacité en fonction de l'évolution de nos sociétés, l'évolution de notre mentalité, l'évolution de la culture, c'est de créer un cadre de vie qui va s'adapter à nos réalités actuelles. Et certaines collectivités, par contre, ont compris la nécessité de travailler justement à l'embellissement de leur commune. Alors vous, à votre niveau, comment est-ce que vous pouvez accompagner ces collectivités-là dans l'atteinte de cet objectif? Ok. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, effectivement, nous voyons des efforts qui se font ça et là, et ça c'est très intéressant. Et avec ces collectivités, ce qui serait intéressant, c'est que c'est l'architecte d'intérieur, parce que comme je l'ai dit, ne faisons pas des aménagements qui ne vont pas s'adapter. On peut faire quelque chose, mais si on n'a pas tenu compte de la population, si on n'a pas tenu compte de nos réalités, on n'a pas tenu compte de l'évolution de la société, on peut faire un aménagement qui ne sera pas occupé par la population. Parce qu'aujourd'hui, un acheteur d'intérieur va se poser des questions. Lesquelles? C'est-à-dire à qui est adressé le projet. Est-ce que c'est à la jeunesse, c'est-à-dire quelle catégorie de personnes? Avant même de continuer, je dirais, vous voyez, il y a des bâtiments, il y a des aménagements qui se font, mais en général, souvent, on n'occupe pas. C'est comme si c'était un investissement inutile. Tout simplement parce qu'on n'a pas tenu compte de l'environnement. Parce que quand tu fais un aménagement, il y a le climat d'abord qu'il faut tenir compte, il y a la population, comment la population réagit. Il y a tout un tas d'éléments. Il faut tenir compte de la culture, la sociologie, il faut tenir compte du climat, comme je l'ai dit, et tout. À partir de là, on fait nos aménagements en tenant compte de ça. Et aussi, quelle est la population, à qui est adressé le projet? Est-ce que c'est aux jeunes, comment on appelle un centre pour adultes, ainsi de suite. À la fin, on fait un projet qui peut servir efficacement et qui peut être utile. Et qui sont vos premiers partenaires? Les collectivités, les personnes anonymes, qui sont ceux avec lesquels vous travaillez en premier? Ok. Aujourd'hui, quels sont nos partenaires? Je dirais tous ceux qui aspirent à vivre dans un cadre idéal, un cadre adéquat, un cadre qui va procurer du bien-être sont nos partenaires. Est-ce que tout le monde peut s'offrir le luxe de vivre dans un cadre approprié? La raison de vivre de tout être humain, c'est de vivre dans un cadre approprié. Depuis la nuit des temps, en partant de la préhistoire, vous avez vu, la première réaction des personnes, c'était de trouver un cadre. Et d'abord, ça a été la grotte. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont aménagé la grotte. Et quand ils sont sortis de là, en construisant, toujours est-il qu'on cherche un bien-être. Comment se sentir bien dans un environnement? Tout être humain, tout être vivant cherche à améliorer son cadre de vie. Est-ce que l'on pourrait avoir des exemples de sites sur lesquels vous avez travaillé qui parlent en votre faveur? Ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites. Vous voyez, par exemple, au niveau des pharmacies, on a une nouvelle conception des pharmacies. C'est-à-dire on a une nouvelle conception des pharmacies. Avant la pharmacie, il y avait un comptoir, il y avait le client, et il y avait c'est-à-dire le pharmacien et le client qui est supposé malade qui vient à la pharmacie. Mais aujourd'hui, on aménage les pharmacies comme un supermarché où chacun vient, il a des produits, il a des médicaments et qu'il peut choisir, accompagné d'un professionnel qui va l'indiquer. Et ça donne l'envie de venir dans cette pharmacie. Et ça, c'est des aménagements que nous faisons beaucoup. Vous voyez aussi, au niveau même, le nom je ne vais pas citer pour ne pas faire de la publicité, au niveau comment on appelle, au niveau des stations et tout. Avant, tu viens, c'est pour ton carburant, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit? Il y a des boutiques, à l'intérieur de ces boutiques, il y a des éléments qu'on vend. Dans ça, on a repensé les stations, on a créé des franchises et autres éléments. Et si on vous demandait de mettre votre savoir-faire au service des villes, comment cela pourrait se définir en termes de compétences?
La question, c'est-à-dire si on demandait nos participations. Bien sûr, voilà. c'est de cela dont il s'agit. Voilà. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est-à-dire les professionnels comme des acheteurs d'intérieur qui tiennent compte de certains détails, qui tiennent compte de certains éléments. Parce que l'acheteur d'intérieur ne va pas... Dans une maison, j'ai un exemple tout simple, c'est-à-dire souvent, on achète une robinetterie. À la fin, on se dit, mais oui, ce fabricant n'a pas bien travaillé, c'est pas la robinetterie n'est pas efficace, ou bien le poignet d'une porte, ou bien... On se plaint souvent, mais est-ce que l'élément que vous avez payé est à la place où il faut? Parce qu'il ne s'agit pas de payer. Il faut savoir si ce robinet que je viens de payer est à l'endroit où il faut. Dans une maison, si vous êtes vous occupez, il y a 5 personnes, et que c'est une robinetterie qui doit être utilisée par 5 ou 3 personnes, si vous prenez la même chose que vous le mettez dans un environnement où ça doit être utilisé par 20, 30, 40 personnes, voyez-vous, cet élément ne va pas. Donc l'acheteur d'intérieur, c'est celui qui sait pourquoi il conseille. Une peinture, une couleur qui est utilisée dans un environnement a un rôle bien précis sur notre santé. Parce qu'il y a des personnes qui réagissent à des couleurs. Et nous, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut dans tel endroit. Alors, puisqu'il est question ici d'embellissement des villes, est-ce que vous avez des rapports particuliers avec l'UVIC aussi, par exemple l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous travaillez en parfaite symbiose avec ces unions-là qui existent et qui travaillent justement à améliorer, on va dire, les espaces qu'ils offrent à leurs habitants? Ok. Ce qui est bien, c'est que de façon individuelle, oui. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que de façon individuelle ça se fasse. Il faut que ces associations puissent savoir qu'il y a des professionnels et qu'on ne doit pas faire de façon... Vous n'êtes pas très souvent sollicité, c'est cela? Sollicité de façon individuelle, mais on sollicite des personnes. Parce qu'aujourd'hui, le besoin est là. Ces organisations sollicitent. Mais le plus souvent, ils ne savent pas qui solliciter. Il y a des fois, ils font appel à des personnes qui ne sont pas du métier. D'accord. Et comment vous sollicitez alors? Nous solliciter, c'est... Aujourd'hui, on a décidé de mettre en place l'organisation, c'est-à-dire le CNAIC, qui est le Conseil national des acheteurs d'intérieur de Côte d'Ivoire. Et la création du conseil date des années 2009. Mais bien avant ça, depuis les années 70, les acheteurs d'intérieur existent bel et bien en Côte d'Ivoire. L'exemple, on a un de nos doyens, qui fut le tout premier architecte à être diplômé, qui s'appelle M. Hassan, et un autre aussi de notre doyen qui était le premier à installer un cabinet d'architecture d'intérieur, maître Georges Kofi. Donc pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes là, ce n'est pas aujourd'hui que nous existons, mais c'est maintenant qu'on commence à nous connaître. Donc, il faut composer avec ces professionnels. Et pour pouvoir exercer comme architecte d'intérieur, il faut d'abord avoir une certaine validation de votre association, c'est cela? Oui, aujourd'hui, pour être architecte... C'est vous qui l'avez décidé ou c'est la loi qui le dit? Non, vous saviez, qu'est-ce qui est dit? Tu peux faire ton diplôme, avoir le diplôme d'architecte d'intérieur. Et exercer, il faut que l'organisation, qui est le Conseil national des acheteurs d'intérieur, puisse dire si vous êtes habilité à exercer. C'est comme un médecin. Tu peux avoir le... D'accord, on est d'accord là-dessus. Mais dites-nous, l'embellissement du cadre de vie, est-ce une question primordiale au regard des nombreux défis auxquels sont confrontés justement les gouvernants? Je parle de défis en termes d'adduction en eau potable, en termes d'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Ok. La culture du beau, d'accord, mais et après? Oui, en fait, c'est très bien cette question. Et puis, bon, ça me fait un peu sourire. Vous savez, souvent, on met la charrue avant le bœuf. Pour pouvoir même prendre une décision politique, pour pouvoir prendre une décision économique, il faut être dans un cadre agréable. Parce que l'environnement, c'est ce qui va déterminer ce que nous devions faire. C'est-à-dire comment tu te sens pour pouvoir prendre la décision. Aujourd'hui, même une décision stratégique, il faut être dans un environnement qui va correspondre. Pour prendre une décision, pour pouvoir avancer, quel que ce soit l'endroit où nous nous trouvons, si on vous met dans des conditions qui n'est pas agréable, mais c'est tout à fait normal que vous allez prendre la mauvaise décision. Et ce qu'il convient de retenir, c'est qu'on peut compter sur vous justement pour contribuer à embellir les villes de Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ignorer l'architecte d'intérieur, c'est faire des investissements qui ne vont pas rapporter. Donc, il est primordial de composer avec ce professionnel qui est un des maillons des professionnels du bâtiment, parce que c'est tout un ensemble. Et l'architecte, parce qu'aujourd'hui, souvent quand on sort de chez soi,
on a besoin d'être bien. C'est-à-dire l'humeur de chez soi, l'humeur du bureau, l'humeur qu'on aura dans l'environnement, tout va déterminer comment les choses sont aménagées. Et comment vous joindre rapidement pour terminer? Pour nous joindre, nous avons un site. Aujourd'hui, partez sur le site du Conseil national des architectes d'intérieur. Vous verrez déjà comment on présente notre organisation. Et aussi, vous avez les numéros à partir de là. Ça est tapé architecte d'intérieur du Côte d'Ivoire, vous verrez. Et pour ne pas aussi vous tromper, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas du métier, qui se prétendent architectes d'intérieur. Donc, allez sur le site du Conseil national des architectes d'intérieur du Côte d'Ivoire. À partir de là, vous aurez toutes les informations. Et il y a une chose aussi que j'aimerais aussi rapidement ajouter, c'est qu'aujourd'hui, pour que vraiment notre organisation soit vraiment ce qu'elle ait vraiment le pouvoir, c'est de permettre à ce que on a déposé un projet de décret au niveau du gouvernement pour qu'on puisse vraiment réglementer notre corporation. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. Donc, ce sujet, j'aimerais que vraiment cette partie soit bien vue et puis prise en compte. Et votre message a été bien entendu et bien perçu. Sur ces mots, mesdames et messieurs, se referment les pages de cette édition. Mais juste avant de rendre l'antenne, je rappelle que nous recevions dans le cadre du magazine ce dimanche M. Noël Dibo, président du Conseil national des architectes d'intérieur, avec qui nous avons parlé de la contribution de l'architecte d'intérieur dans l'embellissement des villes. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.